Ravi de vous revoir encore une fois. Toujours concernant la troisième unité, transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine. Et toujours dans le chapitre numéro 2, on étudie les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. On a vu d'abord concernant le monohybridisme, dans le cas de gènes portés par le chromosome autosomal ou par le chromosome sexuel. Donc vous devez revoir ces vidéos posées dernièrement. Maintenant on est dans le cas du dihybridisme. Dihybridisme est dans le cas bien sûr de gènes indépendants, c'est-à-dire portés par deux chromosomes différents. On a vu dernièrement le cas de gènes portés par deux chromosomes autosomaux dans le cas de dominance totale pour les deux gènes, dominance totale et codominance de l'autre, codominance des deux gènes. Donc tout ça on l'a dernièrement, donc vous devez voir ces vidéos. Et maintenant on va voir le cas de dominance avec un gène ou des gènes d'étau. Chez le poulet, le plumage peut être noir, blanc ou gris, et la crête rose ou rouge. Une poule blanche à crête rose est croisée avec un coq noir à crête rouge. Les individus F1 ainsi obtenus sont croisés entre eux, et donnant une descendance composée de 360 individus répartis comme suit. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 phénotypes. Comme question, quel est le déterminisme génétique de chacun des deux caractères et quelle est la relation entre les deux gènes impliqués ici? Deuxième question, quels sont les génotypes des parents? Et troisième question, donner une interprétation chromosomique complète des croisements F1 et F2. C'est des croisements complets pour obtenir F1 et obtenir F2. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo et travailler tout seul en appliquant tout ce qu'on a vu dernièrement. Puis après, démarrer la vidéo pour corriger vos réponses. Donc, comme première réponse, si on cherche quel est le déterminisme génétique de chacun des deux caractères étudiés. On voit ici qu'on a deux caractères. Le premier caractère concerne la couleur de la crête. Elle peut être rose ou rouge. Et la couleur des plumes qui peut être noire ou blanc. Donc, d'après les données, on étudie la transmission de deux caractères chez le poulet. C'est un cas de dihybridisme. Le premier gène contrôlant la couleur du plumage et le second contrôlant la couleur de la crête. Pour déduire le déterminisme génétique de chacun des deux caractères, on va étudier chaque caractère séparément. C'est-à-dire, vous allez étudier séparément chaque caractère tout seul. Alors, si on prend le premier caractère, c'est-à-dire la couleur du plumage, on a ici noir, blanc, blanc, gris, noir, gris. Donc, on a ici trois phénotypes. Or, on a vu qu'on a croisé une poule blanche avec un coq noir. Et on a ici des poulets qui sont gris. Donc, ça nous rappelle la codominance. Alors, si on fait le calcul pour le pourcentage des individus d'après les résultats expérimentaux qu'on a ici, le noir, on a 61 et 29. Donc 61 et 29, ça donne 90. Pour le blanc, on a 59 et 31, ça fait aussi 90. Alors que pour le gris, on a 180. Si on fait le pourcentage, on trouve 25, 25, 50. Donc ça nous rappelle le 1 quart et 1 quart, 1 demi, ce qu'on a vu dans le cas du monohybridisme, dans le cas de la codominance des allèles. Alors pour cela, on va noter grand B pour blanc et grand N pour noir. Pour le deuxième caractère, on voit ici qu'on a rouge, rouge, rose, rouge, rose, rose. On a seulement l'apparition des deux phénotypes parentaux, rouge et rose. Si on fait le calcul, le pourcentage, si on cherche le pourcentage de ces phénotypes. Donc pour le rouge, rouge, on a 29, 31 et 60, ça donne 120. Pour l'autre, ça donne 240. Donc la somme, c'est 360. Si on fait le pourcentage, on trouve 33, 66, ça nous rappelle les proportions 1 tiers, 2 tiers. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le cas du monohybridisme, dans le cas de gènes létales. Donc, ces proportions
Donc, ces proportions 2 tiers, 1 tiers nous rappellent le monohybridisme avec dominance et létalité d'un des allèles. Donc, l'allèle rose est le dominant, noté R, et le rouge est le récessif, noté petit r. Pourquoi le rose est dominant? Parce que ici on a 2 tiers. Donc, quel est le génotype des parents? En supposant que les gènes sont indépendants et portés par des chromosomes autosomaux, et que les parents sont de race pure. Ainsi, leur génotype est, pour le parent, la poule blanche crête croisée, pour le parent P1, poule blanche crête rose, on peut avoir BBRR ou BBR petit r. Donc BR, ça veut dire blanche rose. Par contre, pour le coq qu'on a ici, on a noir pour le plumage et rouge pour la crête. Donc voilà, c'est le génotype et phénotype du parent P2, le coq noir à crête rouge. Donnez une interprétation chromosomique. Troisième question, donnez une interprétation chromosomique. Donc l'interprétation chromosomique, les individus F1 étant hybrides hétérozygotes vont produire 4 types de gamètes différents de même proportion. Bien sûr, si on applique la troisième loi de Mendel. Et on va chercher les résultats, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles dans cet échiquier. Alors l'échiquier, on le complète et voilà les résultats qu'on peut avoir. D'après les données de cet échiquier, on obtient 6 phénotypes à des proportions 1, 2, 1, 3, 6, 3, dont le pourcentage est. Donc le BR, 1, 2, 3, grand B petit r, grand B petit r. Voilà, on a seulement 1 sur 16. Pour le BN petit r, c'est-à-dire plumage gris et crête rouge. BN petit r, BN petit r, BN petit r. On a 2 16e. Donc on fait la même chose dans ce tableau qu'on complète ici. Et on cherche le pourcentage. Si on calcule les proportions expérimentales, ces proportions, ces valeurs ou ces résultats expérimentaux qu'on a ici, on va les convertir en pourcentage pour bien sûr les comparer avec ceux qu'on a proposés comme théoriques. C'est-à-dire dans le cas où les gènes sont indépendants et bien sûr le cas de codominance avec létalité. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? Pour le BR, grand B petit r, on a 31 individus, le voilà. Pour le rose, c'est-à-dire plumage rose, rouge, on a 60, le voilà, etc. Donc si on fait le pourcentage, on trouve 8,61, 16,66, etc. Si on compare les deux pourcentages ou les deux résultats qu'on a ici, on constate que les résultats théoriques ne concordent pas avec les résultats expérimentaux obtenus. Donc il reste la question, comment expliquer cette variation des résultats? Alors, si on considère le deuxième gène létal à l'état homozygote, donc les poulets à crête rose de génotype RR seront morts. Et si dans la grille de l'échiquier on élimine ces individus homozygotes à crête rose homozygote, bien sûr, 4 génotypes vont disparaître. Le BBRR, BNRR et le NNRR. Donc si on élimine celui-là et celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc 4. Si on élimine 4 sur 16, on va aboutir seulement à 12 cases. Donc les valeurs vont être transformées sur un déterminant qui est 12 au lieu de 16. Puisque on a un gène codominant et un gène létal, on doit avoir 6 phénotypes différents avec les proportions théoriques 1, 2, 1, 2, 4, 2 selon le tableau suivant. Donc je vous conseille, pour déterminer ces proportions théoriques, vous devez faire ce tableau. Comment? On a 2 gènes, d'après l'étude de ce problème qu'on a ici. On a dit qu'il y a un gène codominant et un gène létal. Donc pour le gène codominant, on a les proportions 1 quart, 1 quart, 1 demi, donc 2 quarts. Et pour le gène létal, on a 1 tiers, 2 tiers. Et on remplit le tableau. Donc 1 quart fois 1 tiers, c'est 1 deuxième. 2 quarts fois 1 tiers, c'est 2 deuxièmes. 1 quart fois 1 tiers, c'est 1 deuxième, etc. Donc si on fait le pourcentage, on trouve ces valeurs-là. Et si on compare ces valeurs avec celles expérimentalement obtenues, on trouve qu'ils sont identiques. Donc 8, 8, 16, 16, 8, 8, 16, 16, etc. Ainsi, les résultats théoriques et expérimentaux seront conformes et on déduit
Si on obtient, à partir d'un croisement F1 fois F1, 6 phénotypes dont les proportions 1, 2, 1, 2, 4, 2, on peut affirmer qu'on est dans un cas de dihybridisme avec codominance des allèles d'un gène et létalité pour l'autre. Un autre cas, chez la souris, plusieurs mutations ont été mises en évidence dans le but de comprendre la transmission génétique de certaines mutations chez la souris. On a réalisé les croisements suivants. Le premier croisement, grand A, grand B et grand C. Donc grand A, le croisement d'une souris à yeux rouges avec une souris à yeux blancs, donne en F1 des souris à yeux rouges, alors que le croisement de souris F1 à yeux rouges donne 36 souris à yeux rouges et 13 souris blancs. B. Le croisement d'une souris à oreilles longues avec une souris à oreilles courtes donne une génération F1 composée de souris aux oreilles longues, alors qu'un deuxième croisement entre une souris à oreilles longues avec une souris à oreilles courtes donne 12 souris à oreilles longues et 10 souris à oreilles courtes. Le croisement de deux souris F1 à oreilles longues donne en F2 19 souris à oreilles longues et 11 souris à oreilles courtes, alors que le troisième croisement C concerne le croisement de souris hétérozygotes à yeux rouges et oreilles longues. Donc, comme question, que peut-on déduire de l'analyse de la descendance des croisements A et B? Quelles seraient les proportions phénotypiques attendues du croisement C? Justifiez votre réponse par l'échiquier de croisement. Et quelle est votre déduction? Donc arrêtez la vidéo, essayez de répondre tout seul, comme d'habitude, et continuez après. Donc dans le premier croisement, on étudie un seul caractère. Donc il s'agit d'un cas de monobridisme. Obtenir une génération F1 homogène de même phénotype montre que les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel, et que l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, noté grand R. Par contre, l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif, noté petit b. Et le croisement entre deux hybrides F1 fois F1 donne une génération hétérogène en proportions différentes sous forme de 2 tiers de phénotype aux yeux rouges dominant et 1 tiers de phénotype aux yeux blancs récessifs. Ceci indique la présence d'un gène létal pour le génotype homozygote RR, comme on a vu dans le cas de la souris jaune. Croisement B. Étude d'un seul caractère encore. Il s'agit toujours de monohybridisme. Obtenir une génération F1 homogène de même phénotype montre que les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel, et que l'allèle responsable des oreilles longues est dominant, noté grand L. Par contre, l'allèle responsable des oreilles courtes est récessif, noté petit c. Alors que le deuxième croisement, c'est un test cross, donne une génération hétérogène composée de souris à oreilles longues et à oreilles courtes, indique que l'un des parents est hétérozygote. C'est la souris à oreilles longues, et confirme la dominance de l'allèle responsable des oreilles longues sur l'allèle responsable des oreilles courtes, alors que le croisement entre deux hybrides donne des résultats sous forme encore de tiers de phénotype dominant et 1 tiers de phénotype récessif, ce qui indique la présence d'un gène létal pour le génotype homozygote, LL. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on constate? On étudie deux gènes létaux. Alors, quelles seraient les proportions phénotypiques dans le cas du troisième? Lors du troisième croisement, on constate qu'on va étudier deux caractères, la transmission de deux caractères, des souris à yeux rouges et oreilles longues, et elles sont hétérozygotes. Donc, étude de la transmission de deux caractères héréditaires, il s'agit maintenant du dihybridisme. C'est un cas de transmission de deux gènes avec dominance et létalité d'un des allèles pour chaque gène. Comme interprétation chromosomique des souris hétérozygotes. Donc on va chercher quel est d'abord le génotype des souris hétérozygotes à partir des parents. Donc on a P1, P2. On note P1, P2, ce sont les parents hétérozygotes au lieu de F1 fois F1.
Donc RL, RL, c'est-à-dire les yeux rouges et oreilles longues, puisqu'ils sont dominants, bien sûr, ils vont être apparents, c'est le phénotype. D'ailleurs, et que le génotype est hétérozygote, c'est-à-dire les souris sont hétérozygotes, il sera R petit b, grand L petit c, grand R petit b, grand L petit c. Et on sait que les individus hétérozygotes, d'après la troisième loi de Mendel, dans le cas de l'indépendance des gènes, chaque individu va donner 4 types de gamètes de même proportion, dont on fait les chéquiers qu'on a ici. On remplit. Dans le cas de la dominance des deux gènes, les proportions seront 9, 3, 3, 1. Mais en présence de gènes létales, à l'état homozygote, RR et LL, les proportions phénotypiques attendues seront 4, 2, 2, 1. Comment on a trouvé ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on utilise deux gènes. Le premier gène létal, 2 tiers, 1 tiers. L'autre aussi létal, 2 tiers, 1 tiers. Et on remplit ce tableau. Donc 2 tiers fois 2 tiers donne 4 neuvièmes, et ainsi de suite. Donc on va avoir 4, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 1. Et dans ce tableau qu'on a ici, on a 16 cases. Donc le déterminant est 16. Par contre ici, on a 9. Ça montre que 7 génotypes ont disparu. Ainsi, lors du croisement entre F1 fois F1, entre hybrides, on va avoir RL 9 16e dans sans létalité, et là avec la létalité des deux gènes. Donc au lieu d'avoir 9 16e, on va avoir 4 neuvième. Au lieu d'avoir pour RC 3 16e, on va avoir seulement 2 neuvième. L'autre aussi 2 neuvième. Pour le 1 16e, on va avoir 1 neuvième. Donc si on élimine les individus qui ont les gènes létaux, RR, LL, RR, 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 LL, LL. Donc, si on compte, c'est bien 7 génotypes vont disparaître. Et le reste, bien sûr, vont rester vivants. Quelle est votre déduction? Dans le cas d'un croisement de deux individus différents de deux caractères dominants avec létalité des gènes, on obtient à partir d'un croisement F1 fois F1 les proportions phénotypiques 4, 2, 2, 1 au lieu de 9, 3, 3, 1. Alors, comme conclusion, dans le cas d'un croisement dihybride avec létalité des gènes, il est possible que les deux paires de gènes soient létales dans leur forme homozygote, ce qui signifie que les individus qui héritent de ces deux allèles ne survivent pas. Cela peut entraîner une proportion différente de phénotypes dans la descendance par rapport à celle attendue selon les lois de Mendel. Dans le cas de dihybridisme avec des gènes indépendants et lors d'un croisement entre F1 fois F1, on peut obtenir grand A, dans la génération F2, hétérogène et présentant 4 phénotypes dans les proportions 1, 2, 3, 6, c'est-à-dire 1 deuxième, 2 deuxième, 3 deuxième et 6 deuxième, permet de déduire qu'il s'agit d'un gène dominant et que l'autre est dominant mais létal. Voilà donc, gène dominant létal, gène dominant 3 quarts, 1 quart et 2 tiers, 1 tiers. Voilà les valeurs qu'on peut, les proportions théoriques qu'on doit avoir. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. Dans la génération F2, hétérogène et présentant 6 phénotypes au lieu de 4, on a 6 phénotypes dans les proportions 2, 3, 2, 1, 2, 1. Ça permet de déduire qu'il s'agit d'un gène codominant et que l'autre est dominant mais létal. Voilà donc le gène codominant, 1 quart, 2 quarts, 1 quart, mais le gène létal, 2 tiers, 1 tiers, et voilà donc on a les 6 phénotypes et les proportions, et leurs proportions théoriques. Dans le cas de la génération F2, hétérogène et présentant 4 phénotypes, dont les proportions 1, 2, 2, 4, comme déterminant 9, permet de déduire qu'il s'agit de deux gènes dominants mais létaux. Donc voilà létal, létal, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, et voilà les valeurs théoriques des proportions qu'on doit avoir. À la prochaine vidéo, comment se fait le transfert de deux caractères, mais maintenant ils sont liés au sexe, c'est-à-dire transportés par le chromosome
sexuelle.